Donc, sans plus attendre, j'aimerais donner la parole à Si Amin Belkacmi Idrissi, qui va nous parler un petit peu du rôle d'une agence urbaine, mais aussi des différents outils d'intervention au sein de ces tissus patrimoniaux. Je tiens tout d'abord à remercier l'association Mounia et si Jafar El-Kenssoussi et son équipe pour l'aimable invitation et pour, alhamdoulilah, cet esprit de concertation qui caractérise notre relation en tant qu'agence urbaine avec cet acteur incontournable un peu de la gestion, de la réflexion sur la Médina auprès d'autres acteurs. En tout cas, c'est une politique dans notre établissement qui est un établissement de régulation en la matière. Et d'ailleurs, l'intervention d'aujourd'hui a pour simple objectif de faire part un peu de comment cet établissement a essayé de jouer son rôle en matière de régulation de tout ce qui se fait, et aussi donc de poser avec vous qui d'après nous sont les grands thèmes de la problématique d'aujourd'hui qui s'oppose aux planificateurs urbains, notamment en matière de gestion de ces tissus fortement importants. Je tiens à remercier mes collègues qui sont présents, qui représentent la cellule Médina au niveau de l'agence urbaine de Marrakech et qui font un travail remarquable en matière d'accompagnement de tout ce qui se fait au niveau de ce tissu. À leur tête, c'est Khalid Rami et ici présent. Alors, bien entendu, en parlant un peu de la Médina, de Marrakech, on ne peut pas sortir d'un cadre stratégique qui est celui du rapport de notre pays avec le patrimoine, avec la culture, avec l'identité, qui est fortement ancrée, qui est une partie prenante des politiques publiques de notre pays, sous la haute orientation de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui, comme vous le savez, attache une importance extrêmement particulière à cette thématique. En témoignent les efforts qui sont faits, aussi bien en termes d'investissement public qu'en termes de gouvernance, pour accompagner tous les processus de développement de ces tissus. Mais aussi des engagements à l'international qui font qu'aujourd'hui, cette thématique figure en tête de priorité. D'ailleurs, je vous propose d'articuler cette présentation autour de 4 thèmes. Les engagements à l'international, les Médinas au Maroc. On touche un mot en termes de maillage, en termes de spécificité, qui constitue une forte composante de notre tissu urbain. Les outils opérationnels d'accompagnement mis en œuvre par l'agence urbaine pour essayer d'accompagner ce processus. Et un petit mot sur les nouveaux défis qui se posent à nous tous suite au sinistre du 8 septembre et qui font que certaines donnes changent et doivent être reconsidérées. Donc, au niveau à l'international, bien sûr, et si on se réfère uniquement à l'agenda urbain universel, le nouvel agenda urbain de 2016, on s'aperçoit, et comme vous le savez, que le développement par la culture, par le patrimoine, devient une priorité pour la communauté internationale. Et donc, du moins pour la communauté des planificateurs et des gestionnaires urbains. Donc, pour nous, au-delà des aspects liés à la préservation, à la sauvegarde, à l'identité, si on parle aujourd'hui du patrimoine, on parle vraisemblablement d'un vrai vecteur de développement. Et cela nous conduit à dire qu'aujourd'hui, une métropole, une ville, doit compléter son offre métropolitaine par une offre culturelle. C'est inéluctable. Regardez les principales villes et métropoles à travers le monde. Même s'ils n'ont pas ce vecteur qui est assez développé, ils cherchent à le mettre en avant, à le mettre en valeur. Alors nous, fort heureusement, au Maroc, on a beaucoup d'atouts et de potentialités en la matière, et spécialement à Marrakech. Et donc aujourd'hui, si on parle de la Médina, on parle essentiellement d'un pôle d'attractivité et de compétitivité qui pour nous est un élément décisif en matière de développement. Donc la Médina complète aujourd'hui une offre métropolitaine riche et nous oblige, nous tous, à réfléchir son devenir en
avec des instruments de planification qui mettent le fait culturel bien en avant, en tête de nos priorités, en appuyant la mobilisation de ce patrimoine en faveur du développement urbain durable. Et donc, c'est une utilisation novatrice, c'est une utilisation un peu qui fait un nouvel usage de tous les atouts qu'on a en faveur de cette question de la culture. Bien sûr, le fait urbain au Maroc est un fait ancestral. La première révélation urbaine, comme vous le savez, remonte à très longtemps. Et donc, c'est une partie intégrante de l'histoire du Maroc. Donc, même dès les premières traces remontent au XIIe siècle avant Jésus-Christ, avec des villes qui ont marqué un peu l'économie régionale, voire internationale, en étant au carrefour des échanges. Ce qui fait un peu la richesse de notre pays. C'est-à-dire, il y a des facteurs de développement exogènes qui sont ajoutés aux facteurs endogènes pour faire de ces médinas un fait singulier au niveau du Maroc. Et pour moi, je suis un fervent défenseur de l'idée que le tissu ancien et les médinas au Maroc sont des faits singuliers qui ne ressemblent pas tellement à ce qui existe dans d'autres pays parce qu'ils ont cette particularité par rapport à d'autres régions du monde. On a une autre richesse, c'est que à travers notre histoire, des villes un peu à différentes dimensions identitaires ont coexisté. Donc, des villes amazirs, des villes phéniciennes, des villes carthaginoises, des villes romaines, et après la Médina, donc la ville arabo-musulmane qui vient s'ancrer aussi après l'islam, sans oublier l'Iqsor et l'Iqsba, et qui font un paysage assez large, un spectre assez large de notre tissu urbain ancien, patrimoniaux. Et donc, c'est une sédimentation qui, à travers le temps, a favorisé un modèle qui, encore une fois, je le dis, qui pour moi reste très singulier dans notre pays par rapport à d'autres pays. Sur cette carte, on s'en aperçoit qu'on a 32 médinas aujourd'hui, avec un maillage assez riche, assez complet sur la carte du Maroc. Bon, on a 7 médinas qui sont classés UNESCO, mais d'autres médinas, et avec une diversité morphologique remarquable. Donc, en termes de topographie, en termes de temporalité de leur création, et en termes qui donnent parfois un patrimoine paysager extrêmement important, littoral, montagne, oasis, etc. Et donc, on va dire que c'est des villes qui sont, en plus du fait de leur organisation spatiale, des villes à forte charge historique. Parce qu'un certain nombre de ces villes sont associées à la création de l'État, à la naissance de l'État. Et donc, avec une charge particulière en termes de construction de notre histoire. Et c'est un élément important qui, pour moi aussi, qui nous interpelle en termes de préservation, en termes de valorisation, parce qu'on n'intervient pas uniquement sur un cadre bâti, on est vraiment en train d'intervenir sur des siècles d'histoire avec toutes les composantes qu'on peut imaginer, aussi bien en termes de développement social, développement politique, développement économique. Et donc l'échelle urbaine au Maroc est une échelle qui a toujours été associée à cette richesse historique. Notre particularité aussi, c'est que ces établissements humains sont dans leur quasi-totalité des établissements humains qui sont encore vivants, qui portent une identité, une histoire et une tradition, mais qui sont des pôles économiques, des zones où il y a une activité intense, aussi bien humaine qu'économique, qui ont une organisation particulière, multipolaire, religieuse, culturelle, économique, résidentielle, et qui prône un modèle urbain particulier qui est basé sur un principe de la proximité et de la mixité. Et comme un certain nombre de spécialistes disent,
que c'est l'incarnation même de la ville intelligente, telle qu'on le conçoit aujourd'hui, avec la ville du quart d'heure, la ville du 20 minutes, la ville de 10 minutes, ça dépend des écoles. Et donc, c'est un modèle urbain qui incarne ces principes, et ça, c'est très important. Il faut qu'on les tous à l'esprit aussi. Donc, même s'ils sont des tissus anciens, pour nous, c'est des modèles urbains innovants, car ils ne cessent de nous donner toujours des leçons en matière d'organisation urbaine et fonctionnelle, qui pour nous restent d'actualité à chaque fois qu'on en découvre un aspect, parce qu'on ne finit pas toujours d'en découvrir, on est émerveillé par cette qualité-là. Mais ils ont subi le cours des temps, le sort de l'histoire, et avec de nouveaux défis qui se posent aux planificateurs urbains en la matière. Donc, une transformation des villes, et des villes donc, qui commencent à devenir malheureusement un espace bicéphale à deux centres, un centre historique et un centre, entre guillemets, nouveau, une pression immobilière qui, comme vous le savez, les rattrape, les met sous un certain nombre de challenges, des mutations urbaines, et c'est avant tout un parc qui souffre du phénomène du vieillissement, et donc qui requiert tout un dispositif d'intervention adapté, et avec parfois une menace de leur diversité culturelle. J'ai entendu tout à l'heure le mot uniformisation, pas que, un certain nombre d'aspects qui peuvent menacer cette diversité. Voilà, donc dans cette première partie, j'ai essayé juste de planter le décor de ce que peut être l'intervention, les prérequis d'une intervention publique intégrée et complète sur ces tissus. Alors, Marrakech. Marrakech, qui est un haut lieu de l'histoire du Maroc, bien entendu, de l'histoire arabo-musulmane même, avec une richesse particulière. Il y a un certain nombre de chiffres qui ont été avancés concernant la surface. En tant qu'agence urbaine, le chiffre officiel qu'on adopte, c'est 700 hectares. Bon, il est sujet à débat, mais bon, c'est 700 hectares. 11% de la population de la commune de Marrakech. 108 960 habitants, mais qui, d'après les estimations qui circulent, ne vont être que de 70 000 dans 10 ans. Si on suit le même processus tendanciel de décroissance démographique dont on subit les Médina, et c'est aussi un élément important qu'on doit garder en tête. Bien sûr, comme tout le monde le connaît, doublement classé, 19 portes historiques, 12 monuments, 23 km linéaires des remparts, et qui les garde fort heureusement. Donc c'est aussi une particularité de la ville de Marrakech, c'est peut-être une des seules villes qui garde tous ses remparts au niveau national, et il faut en être conscient. Alors, pour essayer d'accompagner un peu toute l'intervention publique sur la Médina, l'agence urbaine a mis en place deux instruments particuliers qui sont le plan d'aménagement et de sauvegarde de la Médina de Marrakech et la charte architecturale de la Médina de Marrakech, qui, dans la foulée, un certain nombre de programmes de développement ont été mis en œuvre au niveau de cette Médina, et que ces deux outils ont pour ambition un peu d'encadrer dans un souci de mise en cohérence entre tout ce qui se fait au niveau de la Médina. Alors, le premier instrument, c'est le plan d'aménagement et de sauvegarde. Le plan d'aménagement sera tout récemment homologué, qui n'est pas ancien, qui est d'actualité, a trois objectifs majeurs. D'abord, un objectif de maîtrise, de développement et de la sauvegarde, donc une maîtrise bidimensionnelle. On parle développement et on parle sauvegarde. Deuxième chose, c'est un outil qui s'offre aux décideurs pour faciliter la prise de décision face aux enjeux que j'ai cités, qui se rapportent à la pression démographique, économique et immobilière. Et la troisième dimension est une dimension de mise en valeur.
Mais pour moi, et avant tout, c'est un plan d'aménagement qui a le mérite d'actualiser et un peu de capitaliser toute la connaissance qu'on a de la Médine. Donc, c'est avant tout un système d'information organisé, ordonné, géographiquement maîtrisé, qui nous renseigne sur tout ce qu'il y a dans cette Médina en tant que repère historique et patrimoniaux. Et ça a été une carence. Je pense que le plan d'aménagement est venu, grâce au concours de l'ensemble des acteurs, combler. Et donc aujourd'hui, on dispose de cet outil qui nous renseigne sur l'identification de tous les édifices à grande valeur patrimoniale, qui édicte les dispositions particulières de protection de certains espaces à haute importance historique, place de Jem el-Fna, le carré où on se trouve, etc. Le maintien et la consolidation des servitudes, même s'ils sont aujourd'hui pas totalement respectés, mais le plan d'aménagement vient les rappeler, vient les matérialiser, et c'est important pour qu'ils ne disparaissent pas, pour qu'ils restent un peu sous nos yeux, sous nos regards. La protection des percées existantes, des percées visuelles qui existent dans les alentours de la Médina et qui sont une partie prenante de sa richesse et de sa valeur. Il intègre les éléments de la charte architecturale pour qu'il ait une assise juridique et réglementaire à la disposition des concepteurs, en l'occurrence les architectes, etc. Et l'intégration de toutes les actions qui sont retenues dans les différents programmes de mise en valeur qui sont en cours de réalisation au niveau de la Médina. Le deuxième instrument, c'est la charte architecturale de la Médina de Marrakech. C'est un guide référentiel qui est mis à la disposition des professionnels pour toute opération de construction, de réhabilitation et de restauration dans la Médina. Et donc, il y a 4 objectifs principaux: préserver les spécificités architecturales et urbanistiques, maîtriser le paysage urbain de la Médina, réhabiliter les éléments architecturaux traditionnels et valoriser les aspects architecturaux locaux. Et donc, c'est une charte, pour faire simple, qui, sur la base de nombreux relevés faits sur le terrain, d'un travail d'inventaire assez minutieux, a permis d'identifier les éléments de détail, les éléments architectoniques, mais aussi les éléments de volume, les éléments de mobilier urbain, les éléments d'aspect extérieur qui doivent un peu être préservés. Alors le mérite de cette charte, c'est qu'il permet de les mettre dans un seul document, consultable par tout le monde. Et mieux que ça, on est donc aujourd'hui sur un travail de virtualisation de ces éléments qui va permettre un peu de mettre à la disposition des concepteurs une sorte de bibliothèque virtuelle complète avec tous ces éléments centralisés sur un même site, donc toujours dans ce souci de préservation et de valorisation. Troisième élément, j'essaie d'aller vite pour m'épargner Madame la directrice qui s'avère très sévère aujourd'hui. Donc, les programmes de développement, il faut savoir que la Médina de Marrakech est le théâtre aujourd'hui d'une action publique soutenue. Aujourd'hui, on parle d'un certain nombre de programmes qui coûtent 1,5 milliard de dirhams, qui sont mis en œuvre d'une manière concomitante et simultanée. Avec quatre programmes spécifiques, la Marrakech Cité du renouveau permanent, 2014-2017, dont certaines actions sont toujours en cours. Le programme de réhabilitation des circuits spirituels et touristiques, la convention de mise en valeur de la Médina, donc présentée et signée devant Sa Majesté le Roi aussi, en 2018,
et la convention complémentaire, et vous allez voir donc les travaux, Inch'Allah, démarrer bientôt, de tout ce qui est aménagement de la place Jemaa el-Fna. Donc, 150 milliards de dirhams, c'est pas moins de 160 projets, actions à l'échelle de la Médina, qui sont soit en cours de mise en œuvre, soit programmés pour bientôt. C'est un effet qu'on ne peut pas ignorer et qu'on ne peut pas par rapport à la Médine. Aujourd'hui, si ces programmes sont là, ils ont eu le mérite d'abord de stopper le processus de dégradation sur un certain nombre d'endroits, sur un certain nombre de hauts lieux d'histoire de la Médine. Deuxième chose, il y a un impact économique certain qui est visible et qui ont favorisé la création et la multicréation d'un certain nombre d'activités économiques, soit en termes de tourisme que de commerce. Donc, cet effort colossal de l'État qui est mis en œuvre a permis donc d'inverser vraisemblablement certaines tendances négatives qui ont été observées jusqu'à présent. Et donc, un certain nombre de projets ont été réalisés, que ce soit de requalification urbaine, la réhabilitation des circuits spirituels, la problématique de la mobilité avec l'aménagement de 6 parkings autour de la Médina, la réhabilitation de 18 circuits touristiques thématiques, la réhabilitation de 7 jardins historiques, la restauration de 10 monuments et la restauration de 22 fonds d'or. Malheureusement, on a été rattrapé par l'événement du 8 septembre. L'impact sur la Médina était assez visible, assez ressenti, avec un certain nombre de phénomènes dont on a un petit peu observé et qui ont nécessité dans un premier temps une intervention publique urgente pour un peu en limiter les dégâts, pour évacuer tout ce qui est risque, que ce soit sur les habitants de la Médina, que ce soit ou sur les visiteurs de la Médina. Mais on se rend compte avec ce sinistre d'un certain nombre de problématiques nouvelles qui se posent à nous. Première chose, c'est que la Médina est un système systémique, c'est une sorte de développement systémique. Et donc, une pathologie ou un sinistre qui touche une bâtisse peut engendrer malheureusement beaucoup de dégâts avec lui. Ça nous a poussé en tant que gestionnaire public à un peu reconsidérer notre manière de percevoir les choses, aussi bien sur le plan technique, sur le plan architectural, que même sur le plan de la gouvernance. Mais on se rend compte que certains dysfonctionnements qu'on pointait du doigt toujours deviennent des questions qu'il faut aborder d'urgence. Toute la question des surélévations anarchiques en dehors de la réglementation en vigueur. Toute la question de l'occupation des servitudes des remparts. Toute la question de l'utilisation anarchique parfois des matériaux qui font que certaines opérations de construction sont conduites n'importe comment avec une hétérogénéité du matériau qui fragilise encore plus ce tissu et ces constructions. Et je ne vous cache rien, en faisant de multiples tournées dans la Médina, on s'aperçoit que la majorité des bâtiments touchés sont les bâtiments qui, à un moment ou à un autre, ils marquent une de ces causes de précarité. Et donc, c'est un premier chantier qui est urgent, qui nous oblige tous à être dans une logique de prévention pour pouvoir essayer de mettre en place un nouveau système qui nous permet un peu de corriger un certain nombre de dysfonctionnements. Donc, comme vous le savez, c'est des photos qui un peu font des interventions publiques
Comme vous le savez, la première chose à faire était de dégager les voies publiques. C'est un travail colossal qui a été fait par les acteurs pour dégager ces voies publiques. Deuxième travail, c'est tout le travail d'étaiement et de confortement, donc pour évacuer tous les risques. Troisième travail, c'est une intervention urgente sur les remparts qui se fait un peu progressivement dans le temps. Mais je tiens à vous dire que un peu le souci de préservation patrimoniale était présent dès le premier moment de la crise. Il y a un comité scientifique qui a été mis en place et qui a permis, dans les 10 premiers jours, donc, de se rendre compte qu'il y a au moins 66 bâtisses de construction au niveau de la Médina qui peut-être, sans ce comité, allaient avoir un sort radical, mais pour lesquels on a changé d'approche à temps pour pouvoir verser dans des solutions techniques qui permettent un peu de les préserver tout en évacuant la notion des dangers. Et la carte devant vous montre un peu la distribution de ces bâtiments sur les différents secteurs de la ville. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous pensons, et je terminerai par ça, Madame la directrice, que nous pensons notre intervention autrement. En étant conscient des réalités différentes, des contextes spatiaux différents qui existent sur la Médina, on a catégorisé un peu les types d'interventions. Des interventions spécifiques aux bâtisses historiques dans les tissus historiques, des interventions spécifiques aux bâtisses traditionnelles dans les tissus historiques et des interventions spécifiques sur les bâtisses traditionnelles dans les tissus traditionnels. Donc, en suivant les zonings du plan d'aménagement et donc en essayant d'échapper à ces processus d'uniformisation qui, je vous l'accorde, constituent une problématique à part. On s'est rendu compte également qu'on doit réfléchir parfois dans une logique de rénovation urbaine et que l'intérêt des médinas serait, certes au niveau de certains secteurs, que l'échelle d'intervention soit l'échelle urbaine et non uniquement l'échelle de la construction. Et donc, on est plus que jamais convaincu que notre approche est à actualiser sur le plan technique, sur le plan architectural, mais aussi sur le plan de la gouvernance, avec, comme je vous ai dit, l'échelle pertinente d'intervention qui est l'échelle urbaine, et peut-être une interpellation d'un certain nombre d'instruments, notamment le plan de gestion de la Médina, qui peut-être sera appelé à être actualisé à la lumière de ces éléments. Je vous remercie. Merci beaucoup aussi, Amine. Je m'arrêterai sur 2-3 choses que vous avez développées. J'aimerais m'arrêter sur les défis, parce que la question des défis, ces défis ont grandi après le séisme. Vous avez parlé du défi de la transformation, du défi de la pression immobilière, du défi de la mutation, du vieillissement et bien sûr de toutes les menaces, notamment qui menacent cette question de la diversité qui fait la richesse de nos médinas. Enfin, vous avez parlé aussi de ce que j'appellerais les effets aggravants. Les effets aggravants qui sont ressortis de manière plus importante après le séisme, et notamment la question des surcharges, la question du non-respect d'un certain nombre de servitudes, la question de l'hétérogénéité des matériaux et des structures, et enfin, vous nous avez invités à changer d'approche et vous avez parlé d'un premier cas pilote sur lequel aujourd'hui il était important de s'arrêter, qui était le comité scientifique qui a permis justement de récupérer et de protéger un certain nombre de bâtisses à caractère patrimonial dont le sort allait être autre. Donc je vous remercie ici, Amine.
pour votre participation, pour votre aujourd'hui engagement en termes d'établissement de régulation qui œuvre sans relâche avec ses équipes justement pour travailler sur ce territoire très spécifique qu'est la Médina de Marrakech.